battement cardiaque est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour t'illustrer l'impact que tu as sur ta santé. D'un côté, ta santé est en partie déterminée, notamment par les gènes que tu hérites de tes parents qui peuvent te prédisposer à certains cancers par exemple, ou encore par ton entourage qui influence tes comportements et notamment la consommation d'alcool qui est régulièrement dans des contextes sociaux. Au même titre, tu ne peux pas contrôler directement ta fréquence cardiaque, décider de l'accélérer ou de la ralentir seulement par la pensée. Mais tu as quand même un pouvoir dessus. Tu peux te mettre dans certaines situations dans lesquelles celle-ci va augmenter, comme en faisant du sport ou en te mettant dans un environnement stressant comme devant une falaise. Tu peux la diminuer également en faisant de la méditation par exemple. Dans ce cas-là, c'est ton comportement qui guide ta fréquence cardiaque. Sur ta santé, c'est la même chose. Tu ne peux pas la contrôler directement, mais tu peux augmenter ou réduire tes chances de survie. Tu peux la réduire en consommant régulièrement des burgers au McDo, en consommant de l'alcool régulièrement, ou encore plus directement, sans porter ta ceinture de sécurité en voiture. Tous ces gestes du quotidien sont donc plus ou moins liés à ta mort. C'est un peu triste à dire, mais voyons le bon côté des choses, c'est que tu as quand même un impact sur ta santé. Et celui-ci peut être positif. Dans un objectif de longévité et de conserver une bonne qualité de vie, il est impératif que tu comprennes les comportements qui ont le plus d'impact négatif et positif sur ta santé. En l'occurrence, aujourd'hui, nous allons parler de la première cause de mortalité modifiable, c'est-à-dire que tu aurais pu modifier. De quoi s'agit-il ? Eh bien, il s'agit du tabac. Bienvenue sur Nuance et Science, le podcast qui explore les mystères de la science et les dernières avancées médicales pour alimenter ta passion et enrichir tes connaissances. Je suis Gauthier, étudiant en médecine, et ton hôte pour cet épisode. Assure-toi de consulter la description pour accéder aux sources, découvrir les différents chapitres de l'épisode et participer à mon quiz. N'hésite pas à t'abonner et bien sûr à me laisser une évaluation de 5 étoiles si tu apprécies mon contenu. Je réalise cet épisode car bon nombre de mon entourage est atteint de cette addiction au tabac et j'aimerais pouvoir les aider, essayer de les aider du moins, en faisant une série de podcasts sur le sujet du tabac, de ses méfaits, des méthodes pour sortir de cette addiction. Ce premier podcast est donc le début d'une longue série de podcasts que je ferai de manière intermittente, donc de temps en temps j'en posterai sur ce sujet-là, pour essayer de couvrir le sujet du tabac de manière globale, afin de te donner toutes les clés en main pour soit ne pas tomber dans l'addiction au tabac, soit essayer d'en sortir. Ce premier épisode porte sur le sujet de la cigarette électronique, à savoir est-ce qu'il s'agit d'une bonne solution pour arrêter de fumer ou d'une mauvaise. Généralement, on a tendance à penser que la cigarette électronique est plus saine que le tabac, elle est moins dangereuse pour la santé. Alors est-ce que c'est réellement le cas ? Pour commencer, la cigarette conventionnelle et la cigarette électronique fonctionnent de deux manières bien différentes. Premièrement, la cigarette conventionnelle produit de la fumée grâce à une réaction chimique qu'on appelle la combustion. C'est une réaction entre un combustible, qui est ici le tabac, et un comburant, qui est l'oxygène. Pour avoir lieu, cette réaction demande beaucoup de chaleur, environ 600 degrés Celsius, et elle donne lieu à de nouvelles molécules. De l'autre côté, la cigarette électronique repose sur de la vaporisation. C'est en fait le même fonctionnement que si tu fais chauffer de l'eau pour cuire tes pâtes. Et bien tout simplement, le liquide dans la cartouche de cigarette électronique est chauffé de manière à faire passer ce liquide de l'état liquide à un état gazeux pour ensuite pouvoir l'inhaler. Cette différence de fonctionnement
a beaucoup d'impact, puisque c'est la combustion qui est à l'origine de la production de nouveaux composés qui sont cancérigènes et mauvais pour la santé cardiovasculaire. Combustion qui n'a donc pas lieu dans la cigarette électronique. La conséquence, c'est que la fumée produite par une cigarette conventionnelle va contenir environ 7000 composés toxiques, dont 80 sont reconnus comme étant cancérigènes, alors que dans la cigarette électronique, c'est simplement les liquides qu'il y avait déjà dans la cartouche qui vont être inhalés avec certains autres nouveaux composés qui vont quand même être produits du fait de la chaleur, mais de manière beaucoup moindre par rapport à la cigarette conventionnelle. Il faut aussi prendre en compte le fait que le tabac de base, de manière brute, contient beaucoup plus de composés que le liquide contenu dans une cigarette électronique. De manière assez rationnelle, on peut se dire que plus il y a de composés, plus les interactions sont complexes et que ceux-ci peuvent avoir des effets cumulés, et donc plus il y a de risques pour la santé. Mais c'est pas forcément vrai à 100%. Il pourrait très bien y avoir juste un composé dans la cigarette électronique qui est extrêmement délétère pour la santé. Donc il faut regarder les études scientifiques sur le sujet. Ce que j'ai fait, et les résultats sont assez intéressants. Ils montrent que oui, la cigarette électronique est mauvaise pour la santé. Mais elle l'est beaucoup moins que la cigarette conventionnelle. Il y a quand même des effets qui sont vraiment similaires, mais à des degrés moindres. Par contre, sur le long terme, nous avons beaucoup moins de données et de recherches scientifiques sur le sujet que pour la cigarette conventionnelle. Donc bien que sur le court terme, il semblerait que la cigarette électronique soit moins mauvaise, eh bien, nous ne pouvons rien dire pour ce qui est du long terme. Donc ça se trouve, il y a juste un composé qui, sur le long terme, va provoquer des effets pires que la cigarette conventionnelle. Donc dans tous les cas, il ne faut pas consommer, mais si tu es atteint d'addiction au tabac, eh bien, la cigarette électronique semble être donc une bonne solution pour au moins réduire ses risques sur sa santé. Mais on va aller un peu plus loin que ce simple constat que la cigarette électronique est plus saine que la cigarette conventionnelle. On va se demander, est-ce que c'est une bonne solution pour arrêter de fumer de la cigarette conventionnelle? Est-ce que c'est réellement efficace? Est-ce que ça ne va pas conduire au contraire à se retrouver à coupler la cigarette électronique et la cigarette conventionnelle, ce qui serait encore pire que la situation initiale? Eh bien, j'ai trouvé une étude très intéressante qui date de 2019, qui a été publiée dans un journal très réputé et qui regroupait à peu près 900 participants, donc c'est vraiment très représentatif. Eh bien, il montrait que oui, la cigarette électronique pouvait permettre d'arrêter le tabac et que c'était même plus efficace que les substituts nicotiniques. Les substituts nicotiniques, c'est par exemple les patchs, les gommes, les sprays nasaux ou encore les inhalateurs qui sont proposés notamment par les médecins pour permettre de se sevrer de la nicotine. L'étude dit qu'il y a 20% de réussite des personnes qui se sont mises à fumer de la cigarette électronique, ce qui reste quand même assez peu et qui expose à un risque très important que j'ai déjà mentionné, c'est le fait que les personnes qui n'ont pas réussi se retrouvent finalement maintenant à fumer à la fois de la cigarette conventionnelle et de la cigarette électronique. Selon plusieurs sources, j'ai trouvé que ça représentait quand même 60 à 80% des personnes qui se sont mis à fumer de la cigarette électronique dans le but d'arrêter de fumer de la cigarette conventionnelle. En plus de cela, même chez les personnes qui ont réussi à arrêter la cigarette conventionnelle, on pourrait se dire quand même que c'est pas la situation idéale puisque la personne reste addicte à la nicotine puisque la nicotine est présente dans la plupart des liquides de cigarettes électroniques. Sauf que la nicotine présente également un souci puisque c'est la molécule qui rend addict, mais également parce qu'en elle-même, elle peut avoir des effets négatifs
des effets sur le système cardiovasculaire. Elle n'a pas d'effet sur le risque de cancer, a priori. On pourrait néanmoins imaginer que le fait de continuer à s'administrer de la nicotine est quelque chose de positif pour éviter la rechute. Parce qu'en comparaison avec quelqu'un qui aurait totalement arrêté la cigarette électronique et la cigarette conventionnelle, eh bien cette personne ne reçoit plus de nicotine. Et donc on pourrait imaginer qu'elle est plus à risque de rechuter, ce qui n'est pas le cas des personnes qui continuent la cigarette électronique, puisqu'ils continuent à avoir de la nicotine. Maintenant que j'ai abordé quelques points positifs, je vais t'exposer les points négatifs, et tout d'abord, on pourrait imaginer que les personnes qui fument de la cigarette électronique sont plus enclins à fumer régulièrement qu'une personne qui fume de la cigarette conventionnelle. Alors je vais d'abord faire un disclaimer, je n'ai pas trouvé d'études scientifiques qui parlaient de ce sujet, donc ce ne sont que des spéculations, qui partent du principe que la cigarette conventionnelle est interdite dans les lieux publics clos et couverts, elle est interdite partout. Seuls les espaces fumeurs sont des espaces qui sont autorisés, et également les lieux privés, donc chez soi ou dans sa voiture, sachant quand même que j'ai trouvé, je ne savais pas, qu'il est interdit de fumer avec un mineur présent dans la voiture. Et puis aussi qu'il y a certains lieux extérieurs où fumer est interdit. C'est le cas des parcs et des jardins publics, car ils sont considérés comme des espaces de jeu pour les enfants. En comparaison, la cigarette électronique est beaucoup moins interdite dans les lieux publics, puisqu'elle est autorisée dans les lieux publics clos et couverts, ce qui laisse la possibilité de fumer beaucoup plus. Par conséquent, on pourrait imaginer qu'une personne qui fume de la cigarette électronique puisse s'administrer beaucoup plus de nicotine dans la journée qu'une personne qui fume de la cigarette conventionnelle. Encore une fois, je te rappelle que je n'ai pas trouvé de ressources sur le sujet, donc ce sont des arguments à prendre avec des pincettes. Je voudrais t'apporter une image encore plus globale sur le sujet, et pour ce qui concerne les personnes qui ne fument pas de cigarettes conventionnelles à la base. Ça concerne principalement les jeunes, et ce qu'on observe, c'est que la cigarette électronique est extrêmement attractive chez ce public, et qu'on a vraiment une augmentation drastique du nombre de jeunes qui se mettent à fumer la cigarette électronique sans être fumeurs conventionnels au préalable. Ce groupe de personnes est attiré notamment par la présence d'une variété énorme de saveurs, ce qui est d'ailleurs maintenant régulé. Certaines saveurs sont devenues interdites puisqu'on a observé qu'elles attiraient principalement les jeunes. Le problème principal avec ça, c'est que le fait de commencer la cigarette électronique va nous faire entrer dans l'addiction à la nicotine. Et donc c'est un facteur de risque pour tomber dans l'addiction au tabac de manière plus générale. À ce sujet, il y a d'ailleurs un gros problème, c'est qu'il y a des défauts de régulation de la quantité de nicotine dans les liquides de cigarettes électroniques. Ce qu'on observe au niveau européen, c'est qu'il y a une limite qui est posée à 20 mg par millilitre de nicotine dans un liquide de cigarette électronique. Ce qui est observé, c'est que certaines marques dépassent cette limite et la plupart des marques sous-estiment leur quantité de nicotine dans le liquide. Ça représente à peu près 20% du marché qui sous-estime cela. En plus de cela, il y a encore plus grave, c'est que on n'est pas obligé d'acheter du liquide qui contient de la nicotine. On peut prendre du liquide sans nicotine, sauf que là encore, il y a un souci, c'est que 15% des liquides sans nicotine du marché européen en contiennent quand même. Et ce n'est pas des quantités qui sont minimes et qui n'auraient pas d'impact, ça représente environ 8 mg par millilitre. Donc ça a quand même un effet considérable et ça peut même causer une addiction. Pour finir cet épisode, une cigarette en elle-même ne peut pas causer la mort directement. Par contre, c'est le cas du liquide de cigarette électronique.
Tout simplement parce que la nicotine peut entraîner la mort si elle est en trop grande quantité dans le sang. Et le liquide de cigarette électronique est beaucoup plus à risque d'être ingéré ou même d'être déposé sur la peau et d'ensuite de passer dans la circulation sanguine, ce qui peut exposer à des risques d'intoxication, voire même de décès. Ce qui n'est pas le cas de la cigarette, même si on mange de la cigarette, on va pas absorber la nicotine de la même manière que du liquide. Voilà, je pense avoir fait le tour du sujet. Pour résumer, la cigarette électronique est moins dangereuse que la cigarette conventionnelle. C'est une solution qui fonctionne pour arrêter la cigarette conventionnelle, mais elle présente certaines limites. Et il s'agit d'un produit qui est de plus en plus consommé chez les jeunes et qui va, à l'avenir, augmenter le nombre de personnes addictes à la nicotine. Il est possible que cet épisode ne te concerne pas directement, mais tu connais forcément des gens dans ton entourage qui sont addicts à la nicotine, notamment via la cigarette conventionnelle. Je t'invite donc à leur partager cet épisode pour les aider. En plus, on approche bientôt du nouvel an, les bonnes résolutions, tout ça, donc je pense que ça ne peut que être apprécié par tes proches. Je te souhaite donc de passer un très bon nouvel an, et nous nous retrouverons le mois prochain comme d'habitude, le dernier dimanche du mois.